historien, c'est quelqu'un qui travaille sur les documents produits pendant l'époque même. Alors pour la guerre de 14, puisque ça nous préoccupe beaucoup en ce moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur des lettres de soldats, ça veut dire travailler sur des archives militaires, hein, ça veut dire travailler sur des carnets de guerre, hein, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est travailler dessus. Donc ça c'est le premier élément qui fait que vous commencez le métier d'historien. Mais pour travailler sur ces documents-là, vous n'arrivez pas devant des documents, que ce soit de la guerre de 14 ou du Moyen-Âge. Moi j'ai travaillé par exemple dans les archives d'Arras, hein, pour la fin du Moyen-Âge. Vous n'arrivez pas comme ça en disant tiens je vais aller voir dans les archives d'Arras si j'ai une réponse à mes questions. Vous avez des technicités pour lire des documents. Hein, et chaque époque demande des techniques différentes. Hein, une lettre de poilu, ça ne se lit pas au premier chef. Il faut évidemment comprendre un certain nombre de choses qu'on apprend. Pourquoi le poilu écrit comme ça, comment il a été formé, quel degré d'alphabétisation il a, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans une lettre de guerre. Tout ça, ça prend du temps, ça prend parfois des heures. Et c'est le risque d'ailleurs aujourd'hui, vous savez, on met tous les documents sur Internet. Mais c'est pas parce que vous avez des documents lisibles que vous allez les comprendre, même s'ils sont écrits dans un français contemporain. Et donc il y a toute une technicité qu'il faut connaître. Alors quand c'est des documents médiévaux, c'est évidemment d'autres techniques. Il faut connaître l'écriture médiévale, lire les écritures anciennes, la paléographie, il faut connaître les langues anciennes, mais il faut connaître aussi parfois les langues locales, parce qu'il peut y avoir des variations. Donc il faut avoir tout le préalable qui vous permet de lire les documents d'époque. Donc ça c'est le premier, disons, le socle du métier d'historien. Lire les documents d'une période, travailler dessus et être capable de le faire. Hein, ça veut dire connaître la langue. Par exemple, moi j'ai aucune confiance en quelqu'un qui me parle de la Chine qui ne connaît pas le chinois. Voilà, parce que j'estime que quand on travaille comme historien de métier, ensuite si c'est une discussion de café avec des amis, moi aussi je parle de la Chine, hein, mais si c'est une discussion de café, parce que si vous me parlez d'histoire, pour moi le préalable c'est de connaître les langues et de bien les connaître, pour rentrer dans la culture dont vous parlez. Autrement dit, il n'y a pas d'historien de la Chine si vous ne connaissez pas le chinois. Il n'y a pas d'historien d'Allemagne si vous ne connaissez pas bien l'allemand, ça n'a pas de sens. Donc quelqu'un qui écrit un livre avec des documents de seconde main ou selon, c'est pas du travail. Donc oui, il y a toute cette méthodologie pour lire les documents qui est évidemment indispensable. Vous ne faites pas du Moyen-Âge si vous ne connaissez pas le latin, vous ne faites pas du Moyen-Âge si vous ne savez pas lire les documents anciens. Alors il ne s'agit pas d'être un pro des langues. Pour nous, les langues ne sont pas quelque chose en soi, c'est un instrument. Donc il ne s'agit pas de parler magnifiquement, il s'agit de lire les documents correctement. Et puis ensuite, deuxièmement, c'est pas parce que vous lisez les documents, c'est pas parce que vous les avez vus que vous faites de l'histoire. Parce que, et ça c'est vraiment fondamental, l'histoire c'est pas un récit, c'est une question. C'est un problème. Sinon vous êtes un chroniqueur. Vous racontez, alors voilà, les troupes anglaises sont arrivées, etc. Et pour moi ça c'est pas de l'histoire. L'histoire c'est répondre à un problème. Donc il faut non seulement connaître les documents, les maîtriser, avoir les éléments de contexte. Hein, et je crois que ça c'est très important, hein, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'historiens insistent là-dessus. Hein. La bonne histoire, la vraie histoire pour moi c'est l'histoire qui pose une question. Si c'est juste pour raconter comment un régiment est sorti d'une tranchée, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de savoir qui étaient les gens de ce régiment, pourquoi ils sont sortis, pourquoi ils ne sont pas sortis. Mais j'ai envie de questions, j'ai envie de problèmes. Si c'est pour raconter encore une fois comment on a construit une maison sur la Grand Place, en soi, ça peut intéresser tout le monde, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est quels sont les rapports de pouvoir à Arras au XVe siècle, hein, ou comment fonctionne la société, comment elle se différencie, comment ça se construit. En tous les cas, poser des questions et des problèmes. Ça c'est le deuxième élément, le deuxième socle fondamental de l'historien. Donc vous voyez, déjà tout ça, ça s'apprend. Je suis déjà long pour résumer, hein, être capable de travailler sur des documents originaux, de poser une question et de poser un problème. Et c'est pour ça que moi je suis souvent assez critique, on peut en discuter, hein, sur ces livres d'histoire qui ne sont que du récit. Hein, j'ai l'impression que c'est pas notre rôle hein, d'historien. L'historien doit répondre à une question. Alors, elles peuvent être très variées, et elles ont varié d'ailleurs, selon les époques. Hein. On n'a pas les mêmes questions que les gens des années 30, on n'a pas les mêmes questions que les gens des années 70 ou 80, donc ces questions varient, mais c'est fondamental. C'est ce que l'histoire... Lucien Febvre, qui est un grand historien de l'entre-deux-guerres en particulier, disait c'est l'histoire problème. Et moi, si c'est pour raconter des choses, juste les décrire, il avait fait un compte-rendu très sévère, c'est assez amusant. J'aurais pas aimé être à la place de celui qui a eu le compte-rendu. C'était un historien, par ailleurs très sérieux, qui avait fait un livre sur la Chambre des comptes au XVe siècle. Il avait juste raconté comment fonctionnait la Chambre des comptes. Hein. Bon, je ne sais pas sur ce que était la Chambre des comptes au XVe siècle. Il racontait. Et Lucien Febvre disait... Si faire de l'histoire c'est ça, ça vaut vraiment pas la peine qu'une société paye des gens pour le faire. Hein, il n'y avait tellement pas de questions dans ce livre, c'était tellement une simple description des institutions, et moi je partage cette idée. Hein. Si faire de l'histoire c'est raconter, hein, comme vous racontez un conte, c'est pas la peine de payer des historiens. Hein, chacun va se promener au nez. Donc vous voyez, l'histoire ça doit être un problème, une question, vous devez répondre à une question. Et troisième aspect, donc les documents, la question, et ensuite il y a la réalisation. Parce qu'on raconte pas n'importe comment. Hein, l'histoire, évidemment. Alors ensuite, il y a des gros débats sur la meilleure manière de raconter l'histoire. On pourrait discuter, hein. On peut le raconter par la BD, on
raconter autrement. Mais en tous les cas, la manière de raconter, c'est pas n'importe comment, n'importe quoi, avec n'importe quel mot. Il y a une vraie discussion. Et par exemple, là où il faut faire très attention quand on est un historien, c'est quelle va être la part de soi-même dans l'écriture. Dans une écriture, il y a toujours une part de soi. Le rôle de l'historien, c'est de jamais laisser cette part devenir envahissante. Parce que vous ne parlez pas de vous, vous parlez de l'histoire, vous parlez du passé. Donc, il faut faire attention. Si vous utilisez trop de styles, de figures de style qui sont trop exagérées, si vous utilisez d'émotions, est-ce que vous n'êtes pas en train d'être infidèle aux gens dont vous voulez retranscrire le passé? Donc, vous voyez, au moment de l'écriture, vous avez aussi un travail qui est celui de... Donc, c'est ça, le métier d'historien, c'est d'être toujours en train de réfléchir depuis le moment où vous travaillez sur les documents, quand vous posez la question et quand vous rédigez in fine. Donc à chaque étape, évidemment, il y a des discussions qui sont multiples, mais qui rendent ce métier un vrai artisanat permanent et une interrogation. Et je dirais, pour résumer et finir, je suis trop long, mais parce que vous ne me coupez pas. Donc je dirais pour finir que finalement, quel est le mot qui résume le mieux, à mon avis, le métier d'historien, et c'est un mot que j'aime beaucoup et on pourra en rediscuter, c'est celui de la critique. C'est-à-dire que l'historien, il doit avoir une distance critique vis-à-vis des documents, qui les a écrits, pourquoi, comment, quels sont les enjeux. Ensuite, vis-à-vis de son problème, finalement, pourquoi je pose ce problème-là, quel est l'intérêt. Et enfin, au moment de l'écriture, il ne doit pas écrire comme ça lui vient, mais avoir là aussi une réflexion critique. Donc pour moi, apprendre à faire de l'histoire, c'est apprendre à avoir un regard critique sur le passé, sur le présent et sur son métier. La validation, elle passe par un certain nombre de reconnaissances. Alors il peut y avoir des endroits où ces reconnaissances ne sont pas acquises, mais la validation d'un livre d'histoire, c'est d'abord la reconnaissance de ses pairs, qui peut être de différentes manières. Par exemple, un article dans une revue d'histoire, il est validé par des historiens de métier. Donc ils vont lire l'article, ils peuvent l'accepter ou le refuser. Ça ne veut pas dire qu'ils aient toujours raison. Évidemment, il y a toujours des injustices comme dans tous les métiers, mais globalement, il y a un parcours. Et donc, je vous passe les affaires universitaires, mais dans tous les grades et dans tous les moments de l'université, vous avez des validations par vos pairs. Donc c'est ça qui fonctionne. Et d'une certaine manière, chez les historiens, je dirais que la validation par le public, ça peut être choquant, et ça l'est parfois, et parfois plutôt un handicap. C'est-à-dire qu'un historien trop populaire commence à susciter des doutes. On se dit, mais si vraiment il est si lisible que ça, si accessible, à l'université, c'est pas bon d'être trop populaire. Il y a des gens, par exemple, pour vous parler franchement, qui refusent de participer à des émissions trop populaires, non pas parce qu'ils n'aimeraient pas, ils en meurent d'envie en réalité, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que leur carrière risque d'être entamée par une trop grande présence dans l'espace public. Moi, c'est pas ne pose aucun souci, mais il y a des historiens qui raisonnent comme ça. Donc la validation, vous voyez, c'est pour ça que je parle de communauté. Il y a quand même cette idée que le vrai historien, il est validé dans l'entre-soi avec les risques de ce type de questions. Et évidemment, la validation par le public, du coup, elle est à double tranchant, parce qu'évidemment, ça fait plaisir à tout le monde, en réalité. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Les historiens sont très ambigus, parce qu'ils vendent 500 exemplaires, ils vont dire, mais c'est scandaleux, personne ne le comprend. Et celui qui va en vendre 50 000, on va dire, mais il s'est vendu, etc. Donc il y a cette ambiguïté fondamentale, c'est l'idée que c'est la science et validé par la science, ça c'est très important, et en même temps que ça ne suffit pas, quelque part. Qu'on a envie, surtout l'histoire a une dimension narrative, on a envie d'une reconnaissance plus grande, mais en même temps il y a toujours cette tension entre les deux publics, entre le public savant qui vous reconnaît, qui est les pairs. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que parfois les carrières universitaires, vous avez des gens qui occupent des postes absolument très importants dans l'université, mais que personne ne connaît, qui n'arrivent pas à écrire 3 lignes qui soient lisibles dans le public. Donc il y a ce décalage parfois et que les gens ressentent plus ou moins bien. Et donc du coup, c'est assez ambigu comme métier de ce point de vue-là. C'est un rapport très ambigu au public. Il y a une grande envie de parler à des gens et en même temps jamais l'envie de perdre la reconnaissance de ses pairs. Et du coup, il y a des tas de gens qui essaient des solutions différentes. Il y en a par exemple qui vont faire des romans pour dire, ben là voilà, je suis tranquille, je vais pouvoir raconter de l'histoire à un grand public. Et les pairs ne me jugeront pas puisqu'ils diront de toute façon là il s'amuse, il est en dehors du champ. Donc chacun trouve ses petites solutions, mais il y a toujours cette tension fondamentale entre la reconnaissance des pairs et le public, peut-être plus aujourd'hui qu'autrefois. Donc que les régimes utilisent l'histoire pour se mettre en avant, que des hommes politiques se construisent dans l'histoire, c'est évidemment très important et compréhensible. Maintenant, là où l'historien peut avoir à un certain moment des doutes, c'est d'abord quand il y a un usage extrêmement intensif de l'histoire. Parce que tout le monde, tout régime se dit je suis la continuité des précédents, même quand il y a eu des révolutions, c'est assez classique, ça n'a rien. Mais en revanche, quand vous commencez à voir l'histoire en permanence mobilisée, vous dites tiens, qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et il m'a semblé que depuis effectivement une quinzaine d'années, ça c'est le symptôme pour moi, c'était le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où la droite française a mobilisé l'histoire toujours dans le même sens,
pour se réarmer idéologiquement. Hein, vous savez, cette idée d'une droite décomplexée. Ben, qu'est-ce que ça voulait dire, une droite décomplexée sur le plan historique? Ça voulait dire finalement assumer l'idée que l'histoire de France devait être valorisée par rapport aux autres, et une histoire de France très orientée. Donc c'est ça que j'ai appelé une forme de guerre culturelle, c'est-à-dire que l'histoire était mobilisée pour un projet politique présent. Alors ça ne veut pas dire que la gauche n'utilise pas l'histoire, ça ne veut pas dire que c'est légitime, ça veut dire que là j'ai senti un mouvement très important, qui était évidemment assez compréhensible quand on voyait qui entourait Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, Patrick Buisson, des gens pour qui l'histoire est un matériau idéologique d'emblée. Hein. Et donc on a vu que ce matériau idéologique a été très utilisé, et si vous avez le souvenir c'est déjà loin, mais lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007, le premier acte auquel il a tenu, c'est de faire lire la lettre d'un résistant dans tous les lycées, à la lettre de Guy Môquet, un jeune homme communiste. Alors on discute de s'il faut l'appeler résistant, militant, etc., peu importe, mais de faire lire la lettre par tous les professeurs d'histoire de lycée, en octobre, au moment de sa mort. Donc c'était tout de suite, l'histoire était au cœur d'une cérémonie du pouvoir. Alors vous allez me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à ce qu'un président de la République mette en avant une figure héroïque de l'histoire de son pays, la fasse lire par des professeurs dont c'est le métier de faire de l'histoire. Où est-ce qu'il y a usage, où est-ce qu'il y a mésusage, pourquoi il y a une mobilisation? En fait, en réalité, cette affaire de la lettre de Guy Môquet, c'est symptomatique, pour moi, de cet usage très violent qui a été fait par la droite de l'histoire. D'abord parce que l'histoire a été créée comme une cérémonie. Ce que demandait Nicolas Sarkozy, c'est pas que chacun ait droit d'acheter la lettre, par exemple, à 10 centimes d'euros dans les librairies, c'était qu'elle soit lue publiquement dans une cérémonie. Donc là, vous transformez l'histoire en quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la France, il ne s'agit pas de discuter cette lettre, il s'agit que tout le monde écoute, comme dans une messe, un document historique. Or, si vous avez écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, et j'en doute pas, le principe du document, c'est justement de le travailler et de le mettre en série. Aucun document historique n'a valeur à être lu en place publique, si on veut faire de l'histoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez, on avait transformé l'histoire en cérémonie politique. Donc c'est là où on sentait qu'il se passait quelque chose de nouveau. Parce que les gouvernements précédents, d'ailleurs de droite comme de gauche, n'avaient pas utilisé l'histoire pour faire des cérémonies. Et puis ces cérémonies se sont multipliées, grandes cérémonies à la résistance, etc. Alors en soi, le problème n'était pas tant les personnages. Guy Môquet, à mes yeux, était plutôt une figure évidemment plutôt sympathique, un jeune homme qui se sacrifie pour ses idées en personne. La question était ce qu'on en faisait. C'est pour ça qu'on parle d'usage et de mésusage. C'est pas tant l'histoire elle-même, qui était par ailleurs très bien connue, c'était transformer une lettre en cérémonie publique. Et alors, c'était d'autant plus choquant pour les professeurs d'histoire, c'est que ça sous-entendait qu'en quelque sorte, cette lettre n'était pas étudiée en classe. Or, tous les professeurs faisaient des cours, comme c'est dans les programmes à plusieurs reprises, au collège et au lycée, sur la résistance. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on sortait une lettre du programme scolaire, on la sortait du cadre naturel et réfléchi de l'histoire pour en faire un instrument politique. Et puis, tout ça n'a pas cessé de gagner pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, jusqu'à l'idée de faire une maison de l'histoire de France, qui était un projet très idéologique et d'ailleurs qui a échoué. Et donc, pourquoi j'ai appelé ça une guerre culturelle? Parce que c'était pas l'intérêt de Nicolas Sarkozy pour l'histoire qui était, à mon avis, véritablement en cause. C'était d'en faire un instrument politique. Je ne crois pas qu'il ait un goût particulier pour l'histoire. Je ne crois pas non plus, d'ailleurs, dans son gouvernement, je ne crois pas que les universités en histoire aient eu plus d'argent. L'idée n'était pas de faire de l'histoire. Parce qu'après tout, qui s'en serait plaint, même si vous n'avez pas une grande sympathie pour le président? S'il avait dit « j'aime l'histoire », et vous allez voir, je vais mettre 10 millions d'euros dans les cursus universitaires, j'aurais rien dit. Ça m'aurait paru, après tout, extraordinaire qu'un président considère que l'histoire est si importante qu'on allait financer de nouveaux programmes de recherche, de nouveaux étudiants, de nouveaux professeurs, de nouveaux livres. Mais c'était pas ça, c'était uniquement un instrument politique. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est très bien, mais après tout, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que derrière, il y a à mon avis un projet plus important. Et ce projet, d'ailleurs, il continue devant nos yeux. C'est l'idée que cette droite décomplexée, elle veut du national. C'est-à-dire que devant la puissance économique, devant l'incapacité finalement à résoudre un certain nombre de questions sociales, on va reconstruire du symbolique. C'était ça l'idée de Patrick Buisson. Et quel plus gros symbole en France que l'histoire de France? En gros, mon idée, c'est que la droite vend l'histoire de France, nostalgique, à des gens qui l'ont bien aimé au lycée, etc., comme finalement un instrument de réflexion et d'analyse. Or, c'est pas comme ça que ça marche. L'histoire, elle n'est pas faite pour être utilisée politiquement. Donc, c'est, si vous voulez, le retour du national, alors de manière assez compliquée, puisque dans un monde qui est l'Europe, dans un monde qui est mondialisé économiquement, et donc cette droite sarkozienne, et avec tout un ensemble de déclinaisons, on ne le retrouve pas que là, a décidé que le national et que l'histoire nationale allait être un élément pour cimenter les gens. Alors si on voulait dire les choses simplement, on pourrait dire finalement c'est des vendeurs de nostalgie.
On va vous raconter une histoire qui n'est plus, une histoire qui soi-disant vous rassemble, mais la question c'est qui est-ce qu'elle rassemble cette histoire, hein, jusqu'où on va, qu'est-ce que Saint-Louis rassemble vraiment, on peut en discuter. Hein. Donc vous voyez, en gros l'idée c'était que l'histoire était un produit marketing pour faire du tous ensemble. Et c'est ça que j'ai appelé une guerre culturelle, parce qu'évidemment, cette histoire, c'est pas n'importe laquelle, c'est souvent une histoire, évidemment, qui exclut, hein, puisque vous aviez un discours très anti-immigration, etc. Et donc, du coup, on choisissait une histoire qui avait une vertu politique. C'était de dire, finalement, si vous voulez être un bon Français, adhérez à son histoire. C'était ça le projet, et c'est toujours ça le projet de la droite. Il faut adhérer à une histoire. Et alors là, pour un historien, d'ailleurs, peu importe ses convictions politiques, c'est le contraire de la critique. C'est l'histoire adhésion contre l'histoire critique. Et ça veut dire quoi l'histoire adhésion? C'est qu'on vous dit, ben voilà, l'histoire de France c'est ça, alors qu'en fait c'est jamais ça, l'histoire de France c'est compliqué, ça change, hein, ça change régulièrement, on apprend des choses même sur des épisodes du Moyen-Âge. Hein. Donc, on a voulu faire de l'histoire un instrument auquel vous deviez adhérer. Vous devriez adhérer à l'histoire de France, et c'est encore ce qu'on nous propose aujourd'hui, comme à un ensemble de valeurs. Hein, donc vous payez vos impôts et vous adhérez à l'histoire de France. Donc vous voyez, c'est quand même un usage assez particulier, avec une vraie violence politique, qui considère que l'histoire n'est pas un élément mouvant, critique, intéressant pour discuter du passé, poser des problèmes, mais devient un instrument d'adhésion. Et alors c'est là où évidemment on se retrouve comme historien devant des phénomènes assez exceptionnels. Hein. Henri Guénaud a dit dans un de ses discours à l'époque, mais il le redit volontiers, hein, les historiens sont là uniquement pour attester des faits, ensuite c'est nous qui décidons de l'interprétation. Vous voyez, comme si l'historien, le contraire de l'histoire-problème, hein, comme si finalement l'historien c'était un chroniqueur, un antiquaire, hein. Voilà, on aligne les meubles en disant à quelle époque ils appartiennent, et ensuite le pouvoir politique en fait ce qu'il veut. Or, ce que moi je défends, c'est justement le contraire, c'est que l'histoire soit critique, et que même quand vous avez envie de défendre des idées, vous le fassiez de manière critique, en disant ben voilà comment se pose un problème à une époque donnée, voilà comment les gens vont essayer d'y répondre, voilà nous, ce qu'historiens on en sait. Mais gardez l'histoire comme un élément de discussion et pas comme un élément d'adhésion. Et donc c'est là où je dis qu'il y a un vrai projet culturel de la droite, une vraie guerre culturelle, c'est de transformer l'histoire en un récit fixe auquel les gens vont adhérer comme un kit de nationalité en quelque sorte. Hein, vous serez obligé, pour être un bon Français, avec tous les éléments qui sont liés à la nationalité, au droit, à la fiscalité, aussi d'adhérer à l'histoire de France. Et ça, c'est évidemment inadmissible quand on a une conception du métier d'historien comme un espace ouvert. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on parle d'une identité nationale, mais on ne parlait pas de la même il y a 20 ans. Et on parlait encore moins de la même il y a 150 ans, hein, par définition. Hein, on ne peut pas parler de la même identité nationale quand les femmes votent ou ne votent pas. Hein, ne serait-ce parce que la communauté politique n'est pas la même. Donc l'identité nationale, c'est un concept politique. C'est pas un concept d'historien, c'est pas un concept scientifique. Donc on en fait absolument ce qu'on veut. Donc moi, je refuse de l'utiliser. Pour moi, c'est simplement une arme hein, qui est souvent utilisée par la droite, mais pas toujours, elle l'est aussi par la gauche, hein, pour construire la France qu'on a envie de construire. Mais en soi, il n'y a pas d'identité nationale française, hein. Il y a des éléments qui composent des identités qui sont parfois aussi très locales, hein, et donc c'est évident, hein, pour parler de l'identité d'un ouvrier brestois, comme disait Chris tout à l'heure, dans les années 50, hein, c'est pas à un moment où vous avez un parti communiste qui est très fort. Évidemment, ça n'a rien à voir hein, avec l'identité d'un travailleur chinois de nationalité française aujourd'hui, hein, issu récemment. C'est des histoires de vie différentes, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite chacun ne va pas recomposer une identité à partir du lieu où il est, mais ce sont des identités extrêmement différentes. Donc on peut parler d'identité au pluriel, bien sûr, que chacun fabrique selon les époques, selon les lieux, mais pour moi, c'est un pur concept politique. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est tellement politique que lorsque Nicolas Sarkozy a voulu faire un grand débat sur l'identité nationale, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, il voulait y faire venir des savants, etc. Et beaucoup ont refusé parce qu'on ne peut pas en discuter savamment. On peut discuter sur les identités. Hein, effectivement, c'est un vrai concept, l'identité. Mais pas national. Parce que le national, c'est un concept cadre auquel on peut mettre différentes choses. Et c'est pour ça qu'on parle en histoire d'un roman national. C'est que quand on raconte une grande histoire, la grande histoire de France depuis la préhistoire, hein, quand on dit évidemment, il y a même des historiens très engagés qui ont voulu chercher une préhistoire française. Alors qu'est-ce que c'est qu'une préhistoire française? J'aimerais bien qu'on m'explique qu'à quelle frontière on va s'arrêter au paléolithique, hein, et comment ça change au néolithique. Qu'est-ce qui fait la francité du néolithique? Donc c'est évidemment ridicule, et vous le savez bien, et dans ces régions-là, qui ont changé d'appartenance fréquemment, hein, à quel moment commence la France? Je ne sais pas. Après tout, qui va décider que la France c'est Clovis, ou alors c'est plutôt Louis XIV, ou alors c'est plutôt avec le rattachement de la Savoie au XIXe siècle? C'est quand la France? Je ne sais pas. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse. Hein, c'est pour ça que l'histoire c'est quelque chose de fluide. Donc vous pouvez construire, hein, évidemment, donc du coup, quand on raconte une grande histoire de France,
qui part depuis l'Antiquité, et qu'on donne l'impression que tout ça devait se développer naturellement, c'est pas de l'histoire, c'est du roman. L'histoire, c'est de regarder à chaque moment comment les choses se configurent. Et si on devait faire une histoire de France en prenant les choses au sérieux, on aurait du mal à commencer avant le 19e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien avant, évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça que ceux qui vous racontent l'histoire de France depuis l'Antiquité, comme si ça se déroulait, vous savez, comme sur une autoroute, alors on passe les étapes comme les péages. Alors vous avez le péage Antiquité, ensuite vous avez le péage au Moyen-Âge, et puis de toute façon on va arriver à destination, on le sait, la destination c'est la France d'aujourd'hui, mais c'est pas ça l'histoire, ça c'est du roman. L'histoire, c'est de comprendre comment, à chaque époque, il y a eu des possibles, des impossibles, et du coup de comprendre que la construction d'une nation, ça change selon les pays. Il y a une part de hasard, il y a une part de rapport de force, et qu'il est évident que le Rhin n'est pas une frontière absolue pour tout, et encore aujourd'hui, et que d'ailleurs on le voit bien avec l'Europe, il n'est pas évident qu'il n'y ait même pas des recompositions qui fassent que cette France éternelle, elle prenne encore de nouvelles figures dans les rapports avec l'Espagne, l'Allemagne ou la Suisse. Et donc cette idée d'une fluidité des choses, ça c'est une pensée historienne. Et par contre le roman national c'est quelque chose qui vous fait croire que depuis toute éternité les choses sont ainsi. Alors évidemment c'est pas spécifiquement français pour votre dernière question, et c'est même parfois beaucoup utilisé encore plus lourdement ailleurs. Par exemple, dans la Hongrie de Viktor Orban aujourd'hui, évidemment là l'usage de l'histoire il est extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est un régime ultranationaliste qui raconte une histoire de la Hongrie. Tous les jours, il y a des usages et des mésusages de l'histoire en Hongrie qui sont parfois extrêmement violents. Il y a une loi récente qui a été prise qui explique que toute la période communiste, la Hongrie n'avait pas de souveraineté nationale. C'est un décret du pouvoir qui considère qu'entre les années 45 et 90, il n'y avait pas de Hongrie. Au nom de quoi? Au nom de quoi la Hongrie communiste est rayée de l'histoire par le gouvernement Orban? C'est un choix évidemment, mais c'est vous dire que les usages de l'histoire sont partout. En Italie, on revoit depuis l'époque Berlusconi, par exemple, des tas de formes de réhabilitation douce du fascisme. Alors évidemment, jamais direct, etc. Mais soit par des petites phrases, soit par des statues qui sont érigées à des héros qui étaient des bras armés du fascisme, etc. Donc il y a partout des usages de l'histoire, dans un sens très national aujourd'hui, parce que les mêmes causes produisent en partie les mêmes effets. Et je crois que du coup, là, le rôle des historiens, c'est de réfléchir à ces usages et de ne pas considérer que c'est naturel. Mais si depuis le début de notre conversation, vous voyez bien que si vous avez la distance critique, très vite ces usages ils vous apparaissent. Vous voyez bien ce qui est une forme de torsion, comme de considérer que la Hongrie n'était pas sous souveraineté à l'époque communiste. Évidemment, on peut dire qu'il y avait l'URSS, avait un pouvoir central, etc. Mais gommer l'histoire de la Hongrie en disant que c'est évidemment un choix politique. Et donc du coup, je crois que c'est le rôle de les historiens d'être en permanence dans cette démythification des discours du pouvoir sur le passé. Ce qui quand même limite les points de vue, parce que je pense qu'il y a des expériences féminines qui aussi peuvent être racontées par des femmes, évidemment, et qui sont avec peut-être aussi des spécificités. Donc les femmes avaient été des exclus de l'histoire. L'histoire des femmes, c'est très récent. Il y a très peu d'enseignement d'histoire des femmes encore aujourd'hui en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu. Donc vous ne pouviez pas vous dire non plus comme historien, tout va très bien, tout est simple. Les femmes, et évidemment, les marginaux, les dominés, on ne racontait pas beaucoup cette histoire-là, en tous les cas, sans même parler de la classe ouvrière, des ouvriers, etc. Et donc dans les années 60, tout ça a un peu explosé dans l'esprit de mai 68, où il y a plein d'historiens qui se sont dit, ben là, maintenant, il faut quand même réintégrer dans le monde universitaire tous ceux qui en avaient été exclus. Donc il y a eu une histoire très militante, dont on est aussi les héritiers, qui a un peu rappelé à l'ordre la corporation en disant c'est pas parce qu'on fait de la bonne histoire que tout le monde y est. Et aujourd'hui on nous rappelle ça pour les Antilles par exemple, qui ont très peu de place dans l'histoire de France. Bref, que faire de l'histoire c'est inclure et exclure. Et donc il faut faire attention à ce mécanisme, et donc du coup ça implique évidemment un certain nombre de réflexions. Et dans cette époque des années 60-70, c'est pas du tout que je la regrette, mais qui a quand même donné de grandes impulsions, il y a aussi beaucoup d'intellectuels qui ont réfléchi sur le rôle de l'université, et pas seulement de l'histoire, dans les rapports de pouvoir. On pense évidemment à Michel Foucault, puis ensuite à Bourdieu. Donc c'est des gens qui ont dit, mais finalement, que faites-vous les intellectuels, au sens métier d'intellectuel, quand vous travaillez, quelles sont vos responsabilités, quels sont vos liens avec le pouvoir? Et donc je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même les héritiers de ces réflexions-là, et qu'on ne peut pas faire de l'histoire tranquillement dans son cabinet de savant ou à la Bibliothèque nationale, sans avoir en tête tout ce que ces gens-là nous ont dit sur le rôle des intellectuels dans les mécanismes de pouvoir. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'ils ont dit ou de les reformuler pour aujourd'hui. Et moi, il y a un historien qui m'a beaucoup marqué, qui est un grand historien du monde ouvrier et de l'immigration, qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est lui-même issu des milieux très modestes, de Lorraine, et dont toute l'œuvre est justement de toujours de réfléchir à soi-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'histoire? Pourquoi? Et donc moi, l'œuvre de Noiriel, je l'ai connue, j'ai travaillé avec lui.
toujours avec beaucoup d'admiration. Et c'est quelqu'un qui a essayé un peu d'actualiser cette pensée critique en se disant quel est le rôle de l'historien aujourd'hui dans la cité. Et lui, il a dit, après avoir lu Foucault, après avoir connu Bourdieu et d'autres, etc., il dit le rôle de l'historien n'est pas de rester sur sa tour d'ivoire, mais il est de donner des armes aux citoyens. Alors je résume une pensée beaucoup plus complexe, mais cette idée de donner des armes aux citoyens, quelque chose qui va toujours habiter. Hein, l'idée que ce n'est pas uniquement les étudiants qui doivent en profiter, mais que ça doit aller plus loin. Hein, et donc lisez les livres de Gérard Noiriel de réflexion sur le métier d'historien, c'est fascinant. Il essaie de trouver justement une articulation entre tout ce travail savant qu'on doit avoir et aussi l'engagement sur la place publique qui me paraît, après tout ce processus que je vous ai décrit, c'est comme quasiment une forme de devoir moral, ensuite que chacun peut accomplir comme il veut, hein, il y a mille manières de le faire, mais moi il me tient à cœur encore aujourd'hui. Alors vous avez je redis le droit à Nicolas Sarkozy de se revendiquer de Jean Jaurès quand il l'utilise clairement. C'est mettre de la confusion, le fait de, à ce moment-là, tout se mélange, à ce moment-là, tout se vaut, tout a la même histoire quelque part. Et encore une fois, on en revient, on est tous français après tout, d'accord, des fois on vote un peu à droite, un peu à gauche, mais après tout, on est tous les fils de Jean Jaurès. Bah non. Non. Pour moi, Patrick Buisson n'est pas un fils de Jean Jaurès. Ça, indéniablement. Et moi, je ne vais pas me revendiquer d'autres idéologues du camp de la droite. Et ça, c'est la démocratie. Encore une fois, je ne dis pas que Patrick Buisson est un imbécile ou autre. Mais si on n'affirme pas un point de vue tranché, fort, etc., à un moment donné, évidemment, il ne risque pas d'y avoir de débat. Et ces gens-là n'aiment pas le débat, en fait. Et rien ne m'énerve plus que des livres, des bandes dessinées ou des récits ou des romans qui justement nous servent aussi ça, une espèce d'histoire un peu de France, oui, pour les nuls justement, ou pour tous, au lieu au contraire d'affirmer des points de vue. Parce que quand même, ce qu'il y a d'encourageant par contre dans tout ce phénomène-là, c'est la soif d'histoire qu'on rencontre chez les gens. On a beaucoup évoqué le centenaire de la Grande Guerre et toutes les manifestations qui étaient liées. Les éditeurs, etc., les gens qui ont fait énormément de livres, ils sont pas fous. Hein. C'est pas eux qui créent réellement la demande, ils l'accompagnent. Il y a une vraie demande, il n'y a qu'à voir le succès de toutes les manifestations liées au centenaire, qu'elles soient littéraires, culturelles, scientifiques, etc. Ça a un vrai succès, il y a une vraie soif d'histoire chez les gens. Et cette soif d'histoire, on y répondrait en leur servant un prêt-à-penser totalement confus. Ça, c'est insupportable. On ne peut pas faire ça d'un côté et aussi estimer que, par exemple, en terminale scientifique, on n'a plus besoin de l'histoire. Tout ça faisait partie aussi des projets. On arrête l'histoire en première, en scientifique. C'est insupportable. On ne peut pas former des citoyens conscients de leur vote et de leur place dans la société, etc., sans leur donner un minimum d'outils critiques, historiques, sur d'où ils viennent, le monde dans lequel ils vivent, etc. et tout ça. Donc, voilà. Dans nos bandes dessinées, ce qu'on essaie de développer, puisque l'éditeur chez qui je travaille beaucoup, par exemple Futuropolis, travaille beaucoup cette matière-là, historique, documentaire, etc., cherche en permanence à amener des auteurs qui vont s'engager, effectivement. Et pour ça, on a besoin des historiens qui descendent, justement, qui ne restent pas dans leur tour d'ivoire. Nicolas, dans son livre, évoque l'histoire en plein air, hein, pour justement évoquer le fait d'amener les gens sur les lieux, par exemple ici, on est sur la grande place d'Arras, d'en faire le tour et d'en faire une promenade historique, etc., de vraiment faire descendre l'histoire dans la cité. Pour moi, c'est primordial. Voilà. Il y a pas, c'est exactement ce que j'ai envie. Et dans nos bandes dessinées, on fait descendre l'histoire dans la cité. C'est tout. C'est la seule ambition qu'on doit avoir. Il faut comprendre ce qui, dans Jaurès, existe pour aujourd'hui et quelque chose qui n'existe plus, parce qu'il n'avait pas les mêmes combats, les mêmes enjeux. Et je crois que c'est ça le métier de l'historien, c'est d'empêcher la confusion et de donner l'épaisseur du temps. Mais c'est pas facile à comprendre l'épaisseur du temps, déjà pour nous et en général. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a toujours cette distance critique. Hein. Et c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec cette idée de dénoncer l'idée de confusion. Hein. Penser cette épaisseur, ça demande justement du temps, hein, parce qu'on comprend ce qui n'est pas nous. Et c'est pour ça que les usages immédiats de l'histoire sont jamais bons. Hein. Même le Jaurès iconique de la gauche, hein, pour parler de camps qui en ont fait des usages qui sont plus légitimes, il faut en faire attention. Qu'est-ce qui dans ces combats est contemporain? Qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Parce que Jaurès était dans un monde où les femmes ne votaient pas, où tout le monde considérait que les colonies étaient quelque chose de tout à fait naturel. Hein, donc c'est d'autres mondes. Et c'est ça, penser d'autres mondes. Et c'est ça la tension critique de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les confusions qui nous sont rendues trop facilement, non seulement dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire populaire. Et donc c'est d'une certaine manière une lutte critique permanente. C'est ça que je trouve intéressant dans le métier. Merci Chris, merci Nicolas Offenstadt.